Bon, je dois recommencer cette vidéo parce que bon, elle s'est coupée, je sais pas pourquoi. Voilà, bon, enfin, c'est pas grave, je recommence. Bon, donc ici, elle s'est coupée en plein milieu euh, de ma construction de ma vidéo. Voilà, ben enfin, c'est pas grave. Je recommence ma vidéo. Donc, on est le 29, je disais qu'on était le 29 du 12. Et le 29 du 12, ben, je veux dire, donc il a neigé dans ma région et c'est toujours donc néfaste pour certaines personnes. Donc les froids qui envahissent, je veux dire, certaines contrées. Pourquoi? Parce que bon, il y a des gens qui dorment d'eau, des SDF et ils savent pas se loger et ils sont contraints, je veux dire, à subir le froid. Ceux qui n'ont pas de moyens financiers pour se chauffer, parce qu'il y a comment on appelle, les pauvres qui ne savent pas, je veux dire, payer du gaz ou de l'électricité pour se chauffer ou du mazout. Bon, et ils restent, je veux dire, chez eux avec sous couverture. Et ça, c'est problématique aussi, là, le froid. Et il y a tous ceux qui doivent aller travailler, qui doivent prendre leur voiture et qui risquent d'avoir un accident à cause, je veux dire, du froid. Du froid. Du froid, parce qu'on peut déraper sur la route et on peut avoir un accident. Voilà. Donc ici, on va voir le premier théorème de Guldin. Le premier théorème de Guldin, bon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la surface extérieure du volume engendré par la rotation d'une ligne pan-homogène autour d'un axe situé dans son plan et qui ne le traverse pas est égal au produit de la longueur de la génératrice par la longueur de la circonférence décrite par le centre de gravité de cette ligne. Bon, la surface extérieure du volume engendré par la rotation d'une ligne plane homogène. Ligne plane homogène, ça veut dire que c'est une ligne bon, constituée de même matière. Donc la surface extérieure du volume engendré par la rotation d'une ligne plane homogène autour d'un axe situé dans son plan et qui ne le traverse pas. Voilà, ça veut dire quoi ça? Ben, c'est tout simplement, si je prends une ligne plane, voilà une ligne plane, hein, je ne peux pas prendre un axe de rotation, c'est tout simplement que c'est ça que ça veut dire. Donc la ligne plane, elle va, que j'appelle, enfin qui va de A au point B et que j'appelle L majuscule. Voilà. Eh bien, si je prends un axe, je peux le prendre comme ceci. Je peux le prendre comme ceci, comme ça, mais pas comme ceci. Parce que là, il coupe. Il coupe la courbe. Il ne peut pas couper la courbe. L'axe de révolution delta, le delta, ne peut pas couper la courbe. L'axe delta ne peut pas couper la courbe. Voilà. Donc là, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Voilà, tout ce qui coupe la courbe, c'est mauvais. Voilà. Et c'est ça que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire quand on dit que la surface extérieure du volume engendré par la rotation d'une ligne plane homogène autour d'un axe situé dans son plan et qui ne le coupe pas. Autour d'un axe. L'axe, c'est l'axe de révolution situé dans son plan et qui ne le traverse pas, qui ne le coupe pas. Voilà. Et là, c'est égal à quoi? On verra c'est égal à quoi. Mais donc, ça veut dire que je reprends. La surface extérieure, c'est la surface latérale. Donc, je reprends une ligne de A à B. Voilà, je prends mon axe comme ceci, mon axe delta, mon axe de révolution. Et lui, quand il va tourner autour de l'axe de révolution, il va engendrer un certain volume. Donc en fait, si on regarde avec une certaine vue, voilà ma courbe. Voilà ma courbe. Donc si j'ai une petite concavité, une moyenne concavité, et là, une grosse concavité, et je vais de A à B. Elle va engendrer autour de l'axe delta. Autour de l'axe delta, elle va engendrer donc un volume de révolution, comme ceci. Jusqu'ici. Et avoir, je veux dire, ceci. Voilà. Donc ici, je vais avoir un peu la même chose. Hop. On va engendrer ceci, ceci. Voilà. Ceci. Donc le volume de révolution va engendrer, va donner ceci. Bon, le volume de révolution, c'est quand on fait tourner, je veux dire, une ligne autour d'un axe de révolution. Et ça nous donne un volume de révolution. Et on aura d'office, je veux dire, des bases circulaires. D'office. Donc j'aurai une base circulaire, enfin, en circulaire, ouais, de cercle. Une base de circulaire ici à l'avant et une base circulaire en arrière. Et le volume engendré ici, tout autour, l'enveloppe ici, mais devant et derrière, c'est ce qu'on appelle
la surface latérale. En fait, la surface latérale, c'est ce qu'ils appellent la surface extérieure, non compris les bases. Donc, c'est la surface latérale parce que la surface latérale ne comprend pas les bases. Donc, la surface latérale du volume engendré par la rotation d'une ligne plane homogène autour d'un axe situé dans son plan qui ne le coupe pas est égale à quoi? Ben, on va justement voir. Est égal au produit de la longueur de la ligne génératrice par la longueur de sa circonférence décrite par le centre de gravité de cette ligne. Donc on a bien vu que chacune des lignes va créer, comme c'est un volume de révolution, va créer chaque fois une circonférence. Cette ligne-là va créer une circonférence, etc., etc. Voilà. Et donc, on va avoir la notion de gravité qui va intervenir, YG. YG. XG et YG. On aura XG et YG, et c'est justement ça le fameux théorème de Guldin. Il fait intervenir donc les notions de centre de gravité. Bon, au travers quoi? Mais on va voir tout de suite, on va faire le calcul. On va faire le calcul. Donc ici, pour ça, il faut que je mette un axe, et je vais prendre l'axe des X sur l'axe de révolution pour me faciliter la tâche, et l'axe des Y. Perpendiculaire, je veux dire, à l'axe des X est situé de bas en haut, ce qui est, je veux dire, les axes originels qu'on retrouve assez souvent dans les calculs. Je vais éviter de prendre un axe comme ceci, ni un axe comme ceci, ni un axe comme ceci. Enfin, voilà, mon axe il sera orienté horizontalement et de gauche à droite pour les X, et sur l'axe delta, l'axe de révolution pour l'axe des X, pour l'axe des Y, perpendiculaire à l'axe de révolution, est situé de bas en haut. Voilà, je prends l'axe, là je mets l'origine avec le 0, 0, voilà, et ça va être à partir de là que je vais démontrer la fameuse théorème de Guldin, qui est le premier théorème de Guldin. Donc en fait, on sait bien que, comme ça fait intervenir le théorème de Guldin, fait intervenir le centre de gravité, ouais, pour trouver vous aurez compris qu'ici, si je fais tourner autour de l'axe des X, j'obtiendrai YG. Mais si je fais tourner autour de l'axe des Y, j'aurai, en fait, IG. Je trouverai IG. Voilà. Donc, les YG, c'est en faisant tourner autour de l'axe des X, et les XG, c'est en faisant tourner autour de l'axe des Y. Voilà. Alors, maintenant, on part de quoi? On part à partir de la fameuse formule pour trouver les centres de gravité, qui est somme des YI dl sous la somme des dl. Bon, alors ça, je n'ai pas encore démontré. Pourquoi? Parce que ça fait intervenir donc les produits vectoriels, ça fait intervenir l'invariance et l'axe central. Donc, je n'ai pas encore démontré, mais ça viendra. Chaque théorie viendra en son temps. Mais j'ai fait déjà des calculs au travers de formules où on avait XG est égal à somme des XI dl sur la somme des dl pour les lignes, YG est égal à somme des YI dl sur la somme des dl, et ZG, pardon, si on est dans l'espace, est égal à somme des ZI dl sur la somme des dl quand il s'agit d'unité de longueur, parce que quand il s'agit d'unité de surface, c'est ds, 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 et enfin ds. Et s'il s'agissait de volume, pour trouver les coordonnées du centre de gravité x, y, g dans l'espace, c'est dv, s'il s'agit de volume, dv, 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 dv et dv. Voilà. Bon, ça, je vais le démontrer un de ces quatre, mais pas pour l'instant. Parce que ici, je suis en train de voir de Guldin. Et donc, pour trouver, je fais tourner autour de l'axe des x pour trouver les YG. Tout comme il faudra faire tourner autour de l'axe des Y pour trouver XG. C'est égal à la somme des XI dl sur la somme des dl. Bon, je vais démontrer à partir de celui-ci, de cette formule-là. Voilà, à partir de là, je vais démarrer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a eu l'idée de faire passer donc le dénominateur ici dans le membre de gauche pour donner YG est égal à la somme des dl, somme des YI dl. Oui, mais
qu'est-ce que c'est que ce somme de DL? Somme de DL. Mais ça, c'est si on fait intervenir les théories de Newton, le Leibniz, c'est-à-dire les décompositions en éléments DL, voilà un petit élément DL, encore un petit élément DL, encore un petit élément DL, encore un petit élément DL. Voilà, il y a une infinité. Donc, ce sont des éléments infinitésimales, hein, je veux dire, et on en a une infinité ici je veux dire, qui se décompose sur la ligne AB. La ligne AB que j'appelle grand L. La ligne AB qui a une unité de longueur, alors que la surface ici a une unité de surface et le volume engendré a une unité de volume. Mais ici, on s'en fout des volumes, on s'en fout. On l'a bien dit, on s'en fout des volumes. Bon, donc ici, si je prends l'élément infinitésimal ici, on aura un certain Y que je vais appeler YI. Là, le DL va me donner un YJ. Ce DL-là a pour centre de gravité sur cet petit élément DL, YK. Les YI, c'est le centre de gravité du morceau infinitésimal ici, hein, que je vais appeler de B' à C'. Puis YJ, c'est le centre de gravité, bien sûr en Y, qui va par exemple, de D' à E'. Voilà. YK, c'est le centre de gravité qui va de F' à G'. Voilà, F' qui est l'élément infinitésimal, et ainsi de suite. Donc chacun des éléments DL possède, je veux dire, son centre de gravité YI. Ici, je peux l'appeler Y. C'est un élément bien défini, YJ, YK, YF, voilà. Et là, YZ, voilà. Voilà. Et en général, je peux l'appeler YI, en général. Donc, chaque élément DL a voilà, son centre de gravité élémentaire, son centre de gravité élémentaire de cet élément de ligne DL. Mais si je fais la somme de tous les éléments DL, vous aurez compris que la somme de DL, ça fait toute la ligne. Donc, c'est toute la longueur de la ligne. Donc, en fait, ici, on a YG fois L, puisque la somme de DL, c'est toute la longueur de la ligne. Bon, voilà, somme des YI DL. Voilà. Maintenant, si je multiplie par 2pi de chaque côté, il faut savoir qu'ici, c'est 2pi fois la somme de A plus B plus C plus 3 petits points. Voilà. Ce qui veut dire que j'aurai 2pi fois A plus 2pi fois B plus 2pi fois C plus 3 petits points. Donc le 2pi, il est, comment est-ce qu'on appelle ça, distribué au travers de tous les YI. Hein. Donc en d'autres termes, je veux dire par là qu'il y aura somme des 2pi YI dl. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? 2pi YG fois L. Qu'est-ce que c'est que ce 2pi YI dl? Si je reprends le dessin, si je prends, voilà, somme des 2pi YI dl, en fait, c'est l'élément de surface latérale. L'élément de surface latérale. Et si je les somme tous, j'ai, eh bien, on va dire toute la surface latérale. En fait, on a c'est un trou de Cohn en fait. Hein, parce que d'office, comme on a dit, ça engendre d'office un axe de révolution, engendre d'office chaque point de la ligne AB engendre une circonférence, chaque point. Mais un élément infinitésimal va engendrer quoi? Va engendrer un tronc de cône. Donc si je prends ceci, là on a un tronc de cône. Voilà notre tronc de cône qui est en rouge. Celui-ci, cet élément DL va engendrer un tronc de cône aussi ici. Voilà, comme ceci. Donc on aura tous les troncs de cône parce que, et on voit bien que 2pi YI 2pi 2pi YI, c'est ceci, c'est la circonférence de pi YI et fois dl, ceci. Donc le tout, c'est le tronc de c'est le tronc de cône. Donc c'est la surface du tronc de cône. Voilà. Donc c'est la surface du tronc de cône. Donc on aura 2pi YI
c'est un cercle fois dl, ben, c'est la surface du tronc de cône. Voilà. Donc je vais reprendre, hein, parce que pour ceux qui ne comprennent pas. Donc j'ai un élément dl ici, j'ai un élément dl, si je fais fois, j'ai l'élément dl, si je fais 2yi fois 2pi, ben, j'ai une circonférence, voilà, une circonférence, fois le dl, j'ai la surface latérale du tronc de cône ici. Donc j'ai, on va dire ceci, hein, par exemple, je peux avoir ceci, par exemple ceci, hein. Voilà, voilà, je vois son voit. Donc j'ai ceci, ceci, voilà, et voilà. Et là, j'ai un élément de surface latérale, voilà, un espèce d'anneau, on va dire. Tronc de cône, c'est une surface latérale du tronc de cône, c'est la surface de l'anneau. Voilà. Et donc, ici, j'ai plusieurs anneaux. Et en additionnant tous ces anneaux, on a toute la surface latérale, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est que ce 2pi y idéal? Ben, c'est tout simplement la surface latérale. Donc, ici, je peux écrire ici. Donc, 2pi YG, qui est la coordonnée du centre de gravité fois L. Ça, c'est le centre de gravité général. Hein. C'est égal à... Et ceci, ça nous donne donc la surface latérale. De la surface de quoi? Donc, c'est toute la surface extérieure qui a engendré... c'est la surface latérale engendrée par la rotation autour de l'axe X de la ligne L. Voilà, et ça c'est quand on fait toute la somme de tous les anneaux. De tous les anneaux, j'ai toute la surface latérale. Donc, si je dois calculer 2pi xg, ça c'est quand je fais tourner autour de l'axe des x, fois L est égal à la surface latérale engendrée autour de y. Voilà. Voilà. Et donc ça c'est le premier théorème de Guldin. Donc, et donc vous voyez qu'à partir de là, si je prends YG, je peux calculer soit YG, qui est égal à la surface latérale divisée par la longueur, fois 1 sur 2pi en fait. Ou 1 sur 2pi, 1 sur 2pi, la surface latérale divisée par la longueur de la ligne. Voilà. Mais qu'est-ce que je peux calculer? Ça, je peux calculer la coordonnée Y. Donc la coordonnée qui est... Enfin, la coordonnée, non, mais ici, dans ce cas-ci, c'est Y. Donc Y, c'est l'ordonnée Y. Donc je peux calculer le Y. Je peux calculer la longueur connaissant le YG. Je peux calculer la longueur, mais je peux calculer, donc on peut calculer soit la longueur, connaissant le YG, je peux connaître le Y, chercher le YG, voilà, mais je peux trouver aussi la surface latérale. Comment? Ben, la surface latérale, c'est d'office 2pi YG fois L. Bon, voyons voir si tout est bon au niveau des unités. Là, j'ai des mètres, c'est une unité de longueur. YG, c'est une unité de longueur. Unité de longueur fois unité de longueur, ça fait bien une unité de surface. Là, on a une unité de surface divisée par une unité de longueur, ça fait bien une unité de longueur. Unité de surface divisée par une unité de longueur, ça fait bien une unité de longueur. Donc au niveau des unités, tout est bon. Alors, commençons L et YG par rapport à SL.
par rapport à SL, hein, par rapport à SL, ils sont inversement proportionnels par rapport à SL, à une constante près qui est 1 sur 2pi. Hein, ils sont inversement proportionnels par rapport à SL, à une constante près. Voilà. Donc tout est dit ici, bon, concernant, je veux dire, le premier théorème de Guldin, et je pourrais démontrer, si vous voulez, le second théorème de Guldin. Voilà, je vous remercie beaucoup.